Ah, je me rappelle quand j'étais dans le coin des combattants. Qu'est-ce que j'ai aimé ça, qu'est-ce que j'ai aimé le ring. Pourtant j'ai un appart à la maison. Hein. Tu veux pas qu'on en parle de ça? Vas-y. Allez, on en parle. Il a pris un kick terrible, mais terrible. Il prend tout le tibia dans toute cette région-là. Et là, il est sur le côté, il est vraiment KO. Et moi, à ce moment-là, je pleure. Et là, il dit, j'aimerais que vous leviez tous. Parce que André vient d'être papa d'un petit garçon, un petit Noam. Incroyable. Et là, je suis touché de ouf. J'ai les larmes aux yeux. Je me mets comme ça, il a 4000 personnes qui applaudissent. Peut-être il y en a 2-3 non. Voilà, il y a le ring ici et là il y a 300 000 personnes autour. Ouais. T'as pas de place pour pisser, on pissait sous le ring. En Thaïlande, ouais, c'était. Quand t'as 300 000 personnes, ça. Quand t'entends, quand le Thaï met un middle et t'entends. Hey ouais, putain, mais moi j'étais dans le coin, ça me. Tu sais, ça faisait. Une vibration quoi. Non, mais c'était violent, franchement. Mais... Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour la Minute Muay Thai by André Zetoun, by moi-même. C'est bizarre, ça fait. Enfin bref. Aujourd'hui, on va parler anecdotes, on va parler souvenirs, on va parler passion, on va parler. On va voir mes plus beaux souvenirs et mes pires souvenirs en tant que coach de Muay Thai. On va en parler tout de suite. Là. Ok, donc aujourd'hui on intervertit les rôles. Généralement, moi je suis derrière la caméra, là je suis devant. Généralement, c'est André l'intervieweur. Aujourd'hui, c'est André l'interviewé. Et je voulais lui poser quelques questions sur ses plus grands souvenirs en tant que coach de combattants dans le coin, dans les vestiaires. On sait qu'il a entraîné Jérôme Le Banner, on sait qu'il a entraîné Skarabowski, on sait qu'il a entraîné Totov, Kamel Chouaref et tant d'autres boxeurs, des grands, des jeunes boxeurs, etc. Donc il a 1000 anecdotes, il a été en Thaïlande, il a été à Las Vegas, à Tokyo. Et c'est quelque chose sur lequel il s'est jamais exprimé en vidéo, donc là je voulais le lancer là-dessus. Donc André, la première question que je voudrais te poser déjà, c'est quoi ton premier souvenir en tant qu'entraîneur, le moment où tu as fait la bascule de combattant à entraîneur, le premier combattant dans le coin duquel tu as été, et c'est quoi ton premier souvenir sur le sujet? Alors, tu as géré le stress, etc. Moi je me rappelle, c'était un mec qui s'appelle Stéphane Doumassi, je l'appelais Douma, qui est devenu un très très bon combattant ensuite. C'est mon premier élève, mon tout premier élève que j'ai eu dans le 11e arrondissement. Et je l'ai fait boxer au bout de quelques mois. Et il a fait d'abord un interclub qu'il a gagné. Et ensuite, il a fait d'autres combats qu'il a gagnés. Il s'appelle Stéphane Doumassi Douma. Je suis encore en contact avec lui. Moi, je vous parle de ça il y a un peu plus de 30 ans. Et il habite à La Rochelle avec sa femme et ses enfants. Et je l'embrasse d'ailleurs. C'est Stéphane Doumassi. C'est la première fois qu'il monte sur le ring. Et c'est la première fois que j'emmène quelqu'un avec moi monter sur le ring. Alors, je t'avoue que j'étais hyper stress. Mais j'ai pas été hyper stress le jour même. Hein. J'étais hyper stress plusieurs jours à l'avance. Je me rappelle, c'était un interclub que j'avais fait chez Sam Berando à Saint-Denis. C'était extraordinaire. Putain, je me rappelle, j'avais transpiré. Tout, c'était génial. Franchement, c'était génial. Vraiment. Et je me suis dit, ça, c'est des sensations je sens que ça va être des sensations balèzes, tu vois. Ok. Ouais. Alors, c'est quoi la différence justement entre vivre le combat en tant qu'entraîneur et en tant que combattant? Comment est-ce que... En fait, moi, tu le sais très bien, les gens ils le savent très bien, j'ai pas été un grand combattant. J'ai fait quelques combats quand même, hein. Mais j'ai pas été un immense champion avec une carrière extraordinaire. Mais quand tu coaches quelqu'un dans le coin, moi il y a plein de combats où je me rappelle pas comment ça s'est passé. Tellement que j'étais en transe. C'est pourquoi il y a toujours une ou deux personnes avec moi pour me rappeler à l'ordre. Parce que je suis tellement en transe, enfin j'étais tellement en transe, puisque je fais plus de compétition, que là c'est extraordinaire parce que en fait tu essayes de faire passer un message technique à ton élève et ce même élève il va essayer de faire passer le même message que toi tu lui as transmis sur le ring. Et il faut que ça marche comme toi tu as envie. Mais quand il est sur le ring, c'est plus dans tes mains, c'est dans ses mains à lui. Et quand ça marche comme ça, alors là c'est extraordinaire. Il faut savoir une chose, que le ring, pour moi, hein, le ring c'est le meilleur endroit au monde. Pour moi c'est le ring c'est un endroit où tu es toujours locataire, tu n'es jamais propriétaire. Parce que le ring il te rappelle alors tout le temps. Ouais. Et bon, j'en ai eu pas mal, hein, mais si tu me demandes mes plus grands souvenirs, bons et mauvais souvenirs, j'en ai plein, mais c'est vrai que j'en ai qui m'ont marqué à vie. Ouais.
Alors c'est quoi justement le moment où dans ta carrière d'entraîneur tu t'es dit ah ouais là ça commence à devenir sérieux, là on commence à avoir des vrais gros combats et où tu vois où t'as pris une dimension un peu différente en tant qu'entraîneur? Bah en fait je donnais des cours donc au club de Ménil et puis je commençais à avoir un petit groupe de boxeurs, un groupe de Nakmoué. J'avais Farid Ladjouzi et puis j'avais JD, puis j'avais Stéphane Doumassi et puis j'avais quelques boxeurs, j'avais Tidiane Biga. Tidiane Biga qui est un grand entraîneur aujourd'hui, qui a été champion, un grand champion. C'était des petits jeunes de 13-14 ans, comme ça, 15 ans, 16 ans. Et puis ça commençait, on m'invitait et on me demandait des combattants. Des fois j'en avais 2, et puis des fois ça m'arrivait d'en avoir 3 dans la même compétition. C'était waouh! Je rentrais chez moi, j'étais cramé parce que c'est beaucoup d'énergie. D'abord il faut les préparer moralement, il faut les préparer physiquement et c'est beaucoup d'énergie. Alors les gens ils s'arrêtent à Zetoun avec le Banner, Skarbowski, Kamel Chouarev, Totov, Johan Fauveau, mais il y a Christophe Tang, il y a Hichem, il y a Adil. J'ai eu quand même des combattants tels que Farid Ladjouzi qui ont été vice-champion d'Europe, Yves Bizel, vice-champion d'Europe. Mais ça, il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans. J'ai eu quand même 26 personnes qui ont été championnes de France que j'ai construit dans la salle. J'en ai eu tellement des boxeurs et puis les Coupes de France, et puis des... Bon, t'as connu Christophe Tang, et puis Demba, et puis Idrissa, ça c'est des boxeurs que j'ai formés. J'en ai eu tellement. Les gens ils pensent Zetoun, bon alors c'est sûr, Skarbowski, Le Banner, Johan Fauveau, bon ça c'est les têtes c'est les grosses têtes, c'est vrai, c'est des mecs qui ont révolutionné la boxe de la manière dont ils boxaient. Mais j'en ai formé beaucoup. J'ai eu aussi des champions d'Europe. Il n'y a plus de championnat d'Europe aujourd'hui. Ouais. J'ai eu des champions d'Europe. Skarbowski est devenu champion d'Europe, à Saint-Denis d'ailleurs. Et ensuite, il est redevenu champion d'Europe à Avignon. Et ensuite, il est redevenu champion d'Europe ailleurs. Donc, c'était, je ne sais plus où, je crois que c'était en Italie. En fait, là où je suis content, c'est que j'ai formé, j'ai construit pas mal de boxeurs. Des filles aussi, j'ai eu Julie qui a été championne, Julie Garcia, championne de France, que tu connais, que tu adores. Pour moi, c'est la meilleure technicienne de la salle. Tu vois, aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'elle fait de la boxe. Mais j'ai eu aussi Manon, que tu connais. Oui, Manon qui a gagné 3 fois. C'est une belle aventure. Ouais, Manon. Tu l'as emmenée en Thaïlande et tout. Manon, je l'ai fait, elle a gagné 3 fois la Coupe de France. Elle a été championne de France en classe C, elle a fait des combats en classe B. Puis un jour, je l'ai emmenée en Thaïlande et puis elle a fait un super combat. Et puis j'en ai eu d'autres. Bon, Hichem, que tu connais, Hichem Abdelal. Mais j'avais. Et puis Abderrahim Chafet, champion de France, champion d'Europe. Voilà, tu vois, c'est des mecs qui sont nés à la salle, que j'ai construit à la salle, mais ça demande beaucoup de temps. Mais maintenant, si tu me demandes pas des anecdotes, mais des souvenirs, j'en ai des bons, j'en ai des très mauvais. Le pire souvenir de ma carrière, il y en a 2, c'est toujours avec la même personne. C'est avec Skarbowski. Pour mes 30 ans, je me rappelle, c'était en 1995, il boxe le 15 avril 1995 à Gennevilliers. Il boxe un mec qui s'appelle Moustapha Mekboul, un très bon boxeur qui avait une très belle anglaise. Et Jean-Charles, je lui dis c'est mon anniversaire. Il me dit pour ton anniversaire, voilà, on va ramener une victoire. Sauf que là, c'était son 23e combat, il avait 22 victoires, dont 20 KO. Et là, il boxe contre Moustapha Mekboul. C'était mon anniversaire, je me rappelle. C'était à Gennevilliers. Et il prend un KO au 2e round. Il prend un gauche-droite. Il prend un KO. Donc, et c'est la première fois qu'il perdait un combat et qu'il puisait par KO. Et là, tout le monde parlait de Skarbowski, le petit Jeannot. Il montait. Donc ça a fait, tu sais, ça a stoppé net. Un élan, mais ça a stoppé net sa carrière. C'était quoi, excès de confiance ou... Non, il a pris un gauche-droite, ou il a pris un droite-gauche, je sais plus gauche-droite, mais il a pris un vrai KO. Parce que dans les vestiaires, il m'a dit tu peux me dire. Non mais à quel moment je suis tombé là? Parce que je me rappelle. Blackout quoi. Ah ouais, vraiment le KO, le vrai KO. Ça, et la deuxième anecdote, pire. Le pire. Mais là, ce jour-là, j'ai pleuré. Je crois même qu'on le voit dans la vidéo. C'est quand il boxe un Thaïlandais à Bercy, en direct sur Canal+. Bercy, hein. Enfin, tu vois, Bercy, comment ça s'appelle? À l'Arena. Il boxe un Thaïlandais, il fait un des combats vedettes de la soirée. Attention, il y avait du lourd, hein, ce jour-là. Il y avait le Banner et tout ça. Et il boxe un Thaïlandais, j'ai oublié son nom, ils se sont boxés 4 fois, il a perdu 2 fois, il a gagné 2 fois. Et là, il se prend un KO hyper violent, en high kick, en pleine mâchoire. Et Canal+, je me rappelle, Canal+, le mettait tout le temps
au ralenti, highlight après, en highlight partout. Dès qu'on parlait de Canal+, il montrait le ski, le football, un but de Georges Weah, et puis ceci, puis cela, puis boum. Et le high kick. Voilà. Et moi, je me suis plaint auprès de la chaîne. Je me suis dit, il faut arrêter parce que sa mère, elle était meurtrie par ça, et moi aussi. Et je me rappelle quand il avait pris le high kick. En plus, il était en train de gagner. Il a commencé à taper au corps et là, en contre le taille, je me rappelle plus de son nom, mais il était super fort ce taille. Il lui met un kick en pleine tête, Jean-Charles il tombe, l'arbitre il commence à compter, moi je rentre tout de suite dans le ring, je pousse l'arbitre, je mets Jean-Charles en PLS, et là j'ai compris tout de suite. Ah, t'as vu que c'était... Il a pris un high kick terrible, mais terrible, il prend tout le tibia dans toute cette région-là. Et là il est sur le côté, il est vraiment KO, et moi à ce moment-là je pleure. Non mais je pleure parce que je suis tellement triste. Mais tellement triste, mais en fait c'est comme, tu vois, c'est comme si c'était mon gosse, quoi. T'avais un rapport en plus avec Jean-Charles qui faisait que, quoi. Mais c'est comme si c'était mon gosse qui venait, d'avoir un accident. Et là je me mets sur le côté, et l'arbitre, je pousse l'arbitre, mais vraiment méchamment. Et je me rappelle, c'est Valérie Hénin, la championne du monde de kick, qui commente et qui dit vous avez vu André, son entraîneur, il court vite et tout. Et moi, je sais pas si on voit bien, mais moi je pleure. Et là, je fais ça avec ma main et j'appelle Marc Guérin, qui est jusqu'aujourd'hui le médecin de la fédération. C'est le pire moment en tant que coach. En plus, c'est un combat hyper important parce que c'est un des combats vedettes. Et là, le Thaïlandais, c'est marrant, j'ai perdu son nom. Pourtant, ils se sont rencontrés 4 fois. Ah ouais. Jeannot a perdu une fois en France, une fois en Italie. Il a gagné une fois par KO en Thaïlande, mais sale, hein. Il l'avait battu, mais KO, mais terrible. Un KO tellement dur que je me rappelle, le Thaïlandais, il saignait des oreilles. Et la 4e fois qu'ils se sont rencontrés, Jeannot le boxe à Bercy l'année d'après. Match revanche, et là Jeannot le met KO à la 4e reprise. Il lui casse la pommette et tout, ça m'avait fait trop de la peine. J'avais été voir le Thaï dans les vestiaires, il était comme ça. Je l'ai pris dans mes bras et tout. À chaque fois des combats violents, quoi. Ces combats-là, mais tu vois, ça, tu vois, avec le recul, tu vois, moi je fais plus de compétition parce que je trouve ça extrêmement... Pour moi, je trouve, en vieillissant, je trouve ça extrêmement violent. C'est très dur, et pour l'un et pour l'autre. C'est pourquoi, moi, je dis toujours à mes élèves, quand ils boxaient, de toujours respecter celui qui est en face, parce que lui, il fait la même chose que toi. Hein. Il fait rien de plus. Hein. Tu sais, il vient pas te voler, il te veut pas de mal, c'est pas un embrouilleur, il veut juste avoir la même chose que toi. Alors, justement, comment est-ce que tu gères quand tu as un élève qui prend un KO comme ça, et que en plus derrière là, Jean-Charles, il doit reboxer le même mec, donc c'est quand même compliqué, je pense, quand tu prends un gros KO, de dire je remonte face au même mec. Comment est-ce que tu arrives à gérer ce truc-là avec tes élèves et tes boxeurs? Bon, après Jean-Charles, c'est Jean-Charles Skarbowski, c'est un mental hors du commun, c'est extraordinaire. Bon, lui, moi je lui avais dit je veux plus te voir à la salle pendant, je crois que ça a duré un mois et demi, 2 mois, je l'ai pas revu à la salle. Après il m'a dit je fais quoi? J'ai dit tu refais des petits footings très légers, mais pas violents avec les talons pour pas, tu vois. Voilà. Et puis après, au bout de 3 mois, il a commencé à revenir à la salle plus sérieusement et tout. Il est parti faire un scanner parce que c'était obligatoire. Mais le pire, c'est que le même Thaïlandais, il le boxe en Italie pour un championnat du monde. Et je me rappelle ce jour-là, la veille, il y a l'attaché de presse de Thierry Ardisson qui m'appelle. Il me dit il y a votre élève qui va boxer en Italie pour un championnat du monde devant 9000 spectateurs. Et sur la rail 3, et il me dit s'il gagne, on vous invite à. Tout le monde en parle, l'émission de. De Ardisson à l'époque. Et pas que ça. Et Christian Gravel, mon élève, qui était l'attaché de presse du président de la République à l'époque. Christian Gravel, qui est toujours là, hein, qui était son. C'est pas son attaché de presse, son secrétaire particulier, directeur de cabinet, ça s'appelle. Il m'a dit écoute André, moi j'ai réussi un truc. Si Jean-Charles il est champion du monde, et vous êtes invité à Matignon. Jean-Charles a perdu, il est en train de gagner, il se prend un coup de coude à la 2e, 3e ou 4e coup, je sais plus. Il lui casse les dents, il lui déchausse les dents sur un coup de coude. Il était en train de gagner. Donc on a été à l'hôpital, on a passé la nuit à l'hôpital, je me rappelle, toute la nuit à l'hôpital. En Italie, à je sais plus c'était quelle ville. Je crois que je sais plus, c'était une grosse ville, mais c'était un gros gala, mais il y avait plein de Thaïlandais, c'était un gala extraordinaire. Hein. Et donc Ardisson, il voulait plus nous voir, et Matignon, il s'en foutait un peu. C'est avec les chicots en moins, j'avoue. Ça. Et là, à partir de là, je me rappelle, je crois que c'est en 2001 dans l'aéroport. Je me rappelle, il y avait lui, j'avais fait boxer un autre gars aussi, un autre gars contre un Thaï. Et je me rappelle dans l'aéroport, je le regarde, on se dit au revoir et tout. Sa mère, elle part, elle prend un taxi. Et je me rappellerai toute ma vie,
toute ma vie. Hein. Moi, j'ai les sacs et tout. Je vais pour rentrer chez moi. Il y a Narbé qui est avec moi. Narbé, le père d'Anthony. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis attends, je vais m'asseoir 2 minutes. Je m'étais assis. J'étais arrivé hein, à Paris. Ouais. Je m'étais assis sur une chaise, sur un banc à l'aéroport. C'était à Orly. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me suis dit j'arrête la compétition. C'est trop difficile. C'est trop d'émotions, moi c'est des émotions. J'avais peur d'avoir fait, tu vois, le syndrome de Stendhal, tu vois. C'est trop, c'est trop d'émotions pour moi. Je suis tout seul, quoi. Et puis moi, je me rappelle à cette époque-là, je délègue rien, je veux tout gérer. Les cours, les PAO, le sac, tout. Épuisé aussi, quoi. Et puis épuisé psychiquement, quoi. Tellement déçu. Je me suis dit putain, Matignon. Ouais, j'avoue. Opportunité incroyable. Et puis comment il s'appelle Ardisson, tout le monde en parle à cette époque-là, il y a 23 ans, c'était l'émission phare. T'aimes pas, mais tout le monde voulait passer là-bas. T'imagines, je me rappelle, Jérôme Le Banner était passé là-bas. Et donc moi je rappelle le secrétaire, enfin la personne qui s'occupe de l'émission, il me dit ah il a perdu, ah ouais non, mais je dis mais quand même il a, ouais mais non. J'ai gratté un peu. Ouais, j'ai gratté, et j'appelle Christian, il me dit ouais non bah il a perdu, il est pas champion du monde, je dis ouais mais il est vice, et il me dit ouais mais il est pas champion du monde André. Et je me rappelle, et en fait j'ai pleuré pas d'épuisement, j'ai pleuré de déception. En fait, à une époque, je me donnais tellement pour les combattants. Tu sais ce qui m'arrivait de faire, moi? De faire boxer un mec à Japy le vendredi. Le samedi matin, partir en Suisse, faire boxer un mec. Revenir le samedi et le dimanche, faire boxer un mec dans le Nord. Oh, putain. Mais ça, je l'ai dit, mais je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait plein de fois. Et m'est arrivé même de faire 2 galas dans la même journée. Et je sais que tu as une anecdote avec ça, d'ailleurs, je crois, avec la naissance d'un de tes enfants. Où t'as quitté le ring pour aller à la maternité ou un truc dans le genre, je crois. Ouais. Mais il y a tu m'as fait rappeler encore un truc. Encore une fois avec Jean-Charles. Jean-Charles Skarbowski, il boxe en direct sur Canal+. Il boxe un mec qui s'appelle Kamel Mayouf, que j'embrasse, que j'adore. Super technicien. Et la veille, il y avait la pesée. Et la veille, mon fils Noam est né. Ah oui, c'était ça. Mon fils naît le 16 novembre 1995. Et Jean-Charles, il boxe le 17 novembre 95. Donc t'es éclaté, t'es sur notre planète. Je suis comme un ouf. En plus, je suis fatigué parce que mon fils, il est né à 2h du matin. C'est-à-dire, il peut pas venir à 22h ou à 20h. Non, lui, il casse les couilles, il vient à 2h du matin. Je suis comme un ouf. J'avais une fille et là, je me retrouve avec un garçon. Je l'ai eu dans les mains et tout. J'étais trop content. J'ai dit, oh là là. Bon, j'ai dit à ma femme à l'époque, je dis, tiens, je suis resté un petit peu avec elle jusqu'à 4h30 du matin. Après, j'habitais pas loin. Je rentre et le matin, il faut que je me lève et tout. On va la peser avec Jean-Charles, tac. Et moi, j'étais sur une autre planète. Mais j'étais très concentré. Et Jeannot, il gagne par KO à la 3e reprise contre Kamel Mayouf sur une saisie et une patate au corps. Et bon, moi, je suis super heureux, tu vois. Et au moment que je quitte le ring, il y a Daniel Alouche, que j'embrasse et qui me manque tellement, de Voice. The Voice, il dit attends, tu vas où André, tu vas où? Et là il y a 4000 spectateurs à Levallois, c'était à Levallois, 4000 spectateurs hein. Il dit voilà, bonsoir messieurs dames, voilà vous voyez le monsieur qui est en face, il s'appelle André Zetoun, l'entraîneur que tout le monde connaît dans la Muay Thai et tout, parce qu'à cette époque là je faisais beaucoup de compètes. Et là il dit j'aimerais que vous leviez tous, parce que André vient d'être papa d'un petit garçon, un petit Noam. Incroyable. Et là, je suis touché de ouf, j'ai les larmes aux yeux. Je me mets comme ça, il attaque 4000 personnes qui applaudissent. Peut-être il y en a 2-3 non. 4000 personnes qui applaudissent. Et là, je suis hyper touché. J'ai toujours la vidéo. Hein. J'ai toujours. Non, mais il est sur YouTube. Ok. Bon, bien sûr. Et là, je suis hyper touché de ouf. Mais genre, tu sais, je suis. Je t'y attends pas en mais plus, je suis tellement touché que je me rappelle lorsque je descends les escaliers. Boum, je tombe du ring, je tombe, je me nique la cheville et tout, un truc de ouf. Après avec Pascal Eglicki, que j'embrasse, qui est aussi avec Daniel Lalouche, il y avait Roger Pachi et tout ça. Pascal il me dit ça te dit on va faire un petit karaoké parce que moi je pouvais pas aller à l'hôpital parce qu'il était tard et je voulais aller voir mon fils. Forcément. Il m'a dit bon bah comme t'as pas le droit d'y aller, tu veux pas faire un karaoké? On est parti faire un karaoké à Belleville. On a chanté comme des traînes savates. Je suis rentré chez moi à 3h du matin, j'étais tout mouillé. On chantait les 24 heures les plus épiques de ta vie, quoi. Mais j'étais comme un ouf. Et tu sais
Et en fait, j'ai dormi 15 heures. Ah ouais, putain. Non mais 15 heures, ouais. trop d'émotions, tu vois. Ouais. Et j'adore parce qu'il y a, bon bien entendu, mes enfants, c'est les plus grandes émotions de ma vie, mais les plus grandes émotions que j'ai eues dans ma vie, c'est pas en enseignant, c'est le ring. Ouais. Avec Christophe Tang, avec Hichem, je peux te raconter l'histoire d'Hichem. Hichem, il boxe un mec, c'est un ancien champion du monde amateur de boxe thaïlandaise. Hichem, il le boxe en demi-finale, mais t'es là en plus. Il le boxe à Japi, je crois c'est en 2011, ou 2013-14, bref. Hichem Abdelal, il fait demi-finale du championnat de France. Ouais. Et là, il rencontre une pointure de ouf. Le mec, je le connais, membre de l'équipe de France, il a plein de combats. Il boxe en banlieue, je crois qu'il est d'Atis Mons ou je sais plus trop. Et puis on est chez les poids lourds, ça tape. Et là, on est chez les poids lourds. Hichem, il fait 1m96, l'autre, il est grand, l'autre, il fait 1m92. Ah, c'est plus de 100 kilos. Ouais. Et je m'en rappelle, c'est lui-même qui m'a dit, tu m'as mis un déclic dans la tête, c'est quand tu m'as dit, tu vois, tu fais 1m96, tu fais plus de 100 kilos. Ouais. Boxe comme un mec qui fait 60 kilos. Ne boxe pas comme un lourd. Et là, il va trop vite, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Bah, c'était son style en fait. Papa crochet au foie, low kick, papa percute crochet, tac, 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 tac. Il gagne dans la troisième reprise. KO. Il gagne KO. Et là, lui-même, il n'en revient pas. Parce que honnêtement, je pensais pas qu'il allait gagner. Parce que l'autre, il a beaucoup de métiers. Hichem, il a pas beaucoup de combats. Il a quoi, une dizaine de combats, tu vois. L'autre, il a beaucoup de métiers, c'est un super boxeur intelligent qui prenait son temps, garde son sang-froid. Ça, c'est un putain de souvenir. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce jour-là. Et après, il a pas arrêté de m'embrasser. Son père, il m'a embrassé. Son frère, sa soeur, on était dans les vestiaires. Ils arrêtaient pas de m'embrasser. J'en pouvais plus. C'était dans les vestiaires. T'étais là. Voilà. Il y a ça, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Bon, après, le banner, bien sûr. Le banner, c'est. Attends, sur Hichem, est-ce que c'est toi? Parce que je sais qu'il a ce truc où il dit, en gros, quand il commençait ses combats, quelqu'un lui avait dit, je sais pas si c'est toi, ton premier coup, tu le mets toujours. Pleine balle. Toujours. Ouais. Quand tu montes sur ring, moi je dis toujours à des élèves, t'arrives, tu mets un coup pour faire très mal, et ça veut dire que t'as donné le là. Ouais. C'est comme la chef d'orchestre qui te fait clic. Tu vois, il donne le là à tout l'orchestre. Tu mets un coup pour faire très mal, pour montrer qui tu es, et pour montrer que c'est toi le boss. Ouais. Et voilà. Mais j'ai encore plein d'anecdotes avec d'autres boxeurs. Attends, je te coupe quand même parce que tu nous as parlé des pires anecdotes avec des pires souvenirs avec Jean-Charles. Non, mais il faut que tu nous racontes quand même le meilleur avec Jean-Charles aussi. Parce il y en a plein. D'abord, il y a une petite anecdote avec un petit qui s'appelle Eddy de Froitin, qui a été champion de France et que j'ai eu à l'âge de 6 ans. Ouais. À l'âge de 6 ans, ensuite à l'âge de 20-25 ans, il était champion de France classe B, classe A, il était membre de l'équipe de France. Et je me rappelle un jour, on part en province, à côté de Soissons. Il fait les championnats de France cadet, minime ou junior, non, je sais plus, bref. Et on le chauffe et tout. Il rencontre un mec qui est quand même assez haut, enfin assez grand par rapport à lui. C'est un magnifique souvenir. Et ce jour-là, il y a les All Blacks qui rencontrent l'Australie en rugby. Ouais. C'est les demi-finales. Ça veut dire que moi, comme les gens savent pas, mais t'es absolument fan de rugby. Je suis un fou des All Blacks et je suis comme un ouf. Tu vois, il n'y a pas le portable, il n'y a pas tout ça. J'avais pris une petite radio et tout. Ah ouais. Et le transistor à l'ancienne. Ah ouais, j'avais le transistor. J'écoutais un truc de ouf. J'étais comme un fou. Ouais. Et le petit Eddy vient me voir, il me fait, André, il était petit comme ça, mais il était tellement fort. Je boxe pas. Je dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai peur. Ah ouais. Je veux ta peur, mais c'est rien ça. Ah mais même moi j'ai peur. Tu sais quoi? Tu vas pas boxer, t'as peur. Même moi je veux pas. Moi je veux pas te coacher parce que j'ai trop peur. Il me dit ah bon? Je fais ben non. Pourquoi je vais te coacher? Même moi j'ai peur. Je viens de me rendre compte maintenant que ça fait trop peur. Ouais. Et je suis assez d'accord avec toi. Non laisse tomber, on boxe pas. On boxe pas. Par contre tu permets, moi je vais m'occuper des autres. Toi je vais te laisser un peu sur le côté. Ouais. Ça l'a vexé. Et là ça a fait un. Voilà. Ouais. Il me dit bon je veux bien boxer, mais si tu vois que t'arrêtes, j'arrête. J'arrête. Tu sais quoi? T'en parles même pas à moi, t'en parles à ton père. Et son père il fait d'accord. À cette époque-là, les petits avaient le droit de taper un peu, tu vois. Ah ouais. Et il gagne par high kick. Il fait le mec il est grand. Le mec il a été en face de lui, il avait 24 combats. Il était champion de France minime, junior, cadet, poussin, tout ça. C'était vraiment la star de la région là-bas du comment ça s'appelle à côté d'Amiens, tu sais, de la Picardie. Picardie. Mais il connaissait pas Eddy. Ouais. Eddy c'était un boxeur exceptionnel. Pour moi, hein, c'est à la salle, comme il dit Jean-Charles Skarbowski, disait que c'était le plus grand technicien de la salle. Ouais. Il fait un truc, retrait de bus, il revient avec kick en pleine tête, le mec le mot il tombe. Il était ado quoi, même pas. Même
Mais non, moins, il avait, je pense, il avait, 12 ans. Mais à cette époque-là, très buste, remise. Ils avaient le droit de taper à cette époque-là, tu vois. Mais ils avaient protège, hein. Le casque. Moi, ça m'a fait de la peine. Ouais, c'est sûr. Et tu sais ce qu'il me dit après le combat? Je fais, dis donc. Il me dit non, en fait, je voulais te dire, j'avais peur pour lui, j'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour mon adversaire. Il me dit. Ah ouais. D'accord. Ah oui, après il a passé. Ouais, après il était comme ça, il marchait comme ça dans le gala, il se l'a raconté et tout, il était trop mignon, il était tout petit. Mais des anecdotes, j'ai aussi. Ça c'est un truc, juste pour revenir sur l'anecdote dans les vestiaires, moi je t'ai vu à l'œuvre et c'est vrai que tu as cette capacité où à la fois tu es très précis, on voit que tu es concentré sur la tâche, etc. Et en même temps, l'approche que tu as, je trouve, c'est d'aller mettre de l'humour, d'aller faire décompresser le truc, etc. Et en fait, c'est marrant parce que quand on te voit dans les vestiaires, tu as ces phases quoi, où tu es précis, tu donnes des vrais conseils, etc. Je me rappelle souvent, je l'ai vu avec Christophe Tang, c'est un boxeur que tu as beaucoup aimé, je pense. Ah, j'adore. Il est connu à la salle, il était tout môme. Il a fait presque 40 combats. C'est le boxeur qui aurait pu aller tellement loin, mais bon, comme plein de. La cigarette, un peu d'alcool, un peu les sorties, les meufs et tout. Ça l'a. Même quand il est venu, tu sais, il était là il y a pas longtemps, il est venu me voir il y a 2-3 mois. Il m'a dit, avec le recul, il me dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai été con, j'aurais dû t'écouter. Je pense que. Il a fait des beaux combats quand même à l'époque. Il a rencontré tout le monde. Il a rencontré tout le monde. Il a rencontré tous les mecs de 57-59 kilos. Alors, il n'a pas battu tout le monde. Mais je pense qu'il aurait pu avoir une vraie carrière. Il a fait quand même le Best of Siam. On te rappelle, tu l'as filmé. À l'époque avec le Fresca. Il a fait le Zénith. Je l'ai fait boxer un peu partout. Je l'ai fait boxer en Espagne. On l'a fait boxer au Maroc. Je l'ai fait boxer en Écosse, en Angleterre, en Belgique. Et voilà, c'était un beau technicien. Lui, très corps à corps, genou, et puis dur. Mais la clope, un peu l'alcool, les frérots, tout ça, bon, écoute, c'est ça. Après la boxe, il n'y a rien. Mais moi, je voudrais revenir sur une petite anecdote, parce que là, on parle des mecs connus, mais moi, j'avais un élève qui s'appelle Farid Ladjouzi, et il s'entraînait hyper sérieusement, mais vraiment, en plus, c'était un fan de Bruce Lee et tout. Et un jour, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, il y a un gars qui s'est désisté, est-ce que tu as un gars qui pourrait boxer, faire un championnat d'Europe à Amsterdam? Moi, mon gars, il avait fait un championnat de France, classe A, il avait perdu comme ça de peu au point contre Ali Gemri, un gros gala à Saint-Denis, mais gros gala. Hein. Il y avait Kerner qui boxait. Non, mais genre. Il y avait du lourd. Il y avait Danny Bill, il y avait tout le monde. Ouais. Et encore, Danny Bill, il était même pas encore. Voilà. J'ai dit et il me dit, j'ai même pas demandé le prix, la bourse ni rien. On est allé en voiture là-bas. Et là, il boxe au Sportzuid d'Amsterdam. Bon, alors c'est un mec que les gens ils connaissent pas aujourd'hui, mais Farid Ladjouzi en son temps, il était connu dans le milieu de la boxe. Tu vois, il a fait beaucoup de combats. Je l'ai fait boxer en Belgique. Je l'ai emmené en Espagne, enfin bref, et dans toute la France. Et on part au Sportzuid, et il boxe un mec qui est super fort, je me rappelle plus de son nom, mais un mec très très fort. Sportzuid d'Amsterdam, c'est 5000 personnes. Hein. Magnifique gala. Et qui c'est qui boxe dans la soirée? Ils sont fans là-bas en plus de kick. Mais qui c'est qui boxe dans la soirée? Kaman et Ramon Dekers, dans la même soirée. Les leaders, les Ernesto de la boxe hollandaise. Ernesto Hoost. Non mais genre moi j'arrive, je vois les mecs comme ça quoi. Ah ben moi je me dis t'as des étoiles dans les yeux. Ah ben je me dis dès qu'il a fini de boxer frère moi. Et moi j'avais connu un peu Ramon Dekers, je l'avais rencontré déjà. Les autres je les connaissais pas, les autres j'étais fan. Et là mon gars il arrive, personne connaît Farid Ladjouzi. Il boxe un mec super fort. Mais c'est 5 x 3 et c'est la Hollande. La Hollande, si tu mets pas KO à cette époque-là. Et là, premier round, il se fait piquer. Boum! Il tombe. Il se relève, il est dans le gaz. Repatate, il se fait piquer. Boum! Il tombe. Fin du premier round, il revient me voir, il me fait OK. Je lui fais, tu sais que si tu continues, le combat il est mort, on s'est tapé tout ça en voiture, aller-retour avec son grand-père le pauvre. On est allé, mais en mode schlag, hein. Pas d'avion, pas de train en voiture. On nous a mis dans un petit hôtel, je sais même pas, à Elizabeth Street, enfin un truc un peu fringué et tout. Mais à l'ancienne, vraiment, genre en mode. Il me regarde, il me fait, je te jure sur la tête de mes gosses. Pourtant, je te parle de ça, c'est en 92, je crois, ou 93, 1980. Il me regarde, il me fait, non seulement je tombe plus, mais je vais gagner. Et là, il fait un combat. Ça veut dire que là, je me suis retrouvé spectateur du combat. Mais c'est un truc, il faisait des séries de 3, 4.
low kick et tout. Ouais. Les Hollandais, ils ont une bonne anglaise et low kick. Ils mettaient une patate, puis ils faisaient. Tu sais, ils prenaient la patate, ils disaient c'est quoi? C'est rien ça. Des low kicks, des trucs. Magnifique combat. Il est parti en mode guerrier. En mode Joe Prestia. Ouais. En mode Joe Prestia. Ouais. Il y a rien et je vais te faire du mal quoi. À la fin, la fin de quatrième reprise, il revient dans mon coin. Ouais. Il repart. Ouais. Cinquième reprise, qu'est-ce qu'il fait son adversaire? Il se met à genoux, il le salue comme ça. Il se relève, il s'attrape dans les bras pour partir au 5e round. Putain. Et là, tu sais ce qu'on entend? On entend le public hollandais qui fait Farid, Farid, Farid. Et moi j'entendais, je comprenais pas, je suis parce que comme c'est du hollandais. En fait là. Et là il envoie. Il a tourné la salle quoi. Mais en face aussi, c'était un super boxeur. Championnat d'Europe, hein. Championnat d'Europe. Le combat est fini, je te jure, je suis mouillé, j'en peux plus. Et qui c'est qui coach avec moi? Son grand-père. Son grand-père que j'embrasse. Magnifique personne. Et il est obligé de donner la victoire à ça, championnat d'Europe. Il donne la victoire aux Hollandais, mais franchement, ça s'est joué à ça, vraiment. Bon, parce que c'est vrai que Farid, il va 2 fois au tapis au premier round. Tu sais, et on lui donne la ceinture aux Hollandais. Le Hollandais, il donne la coupe. Il avait une grande coupe, il l'offre à Farid Ladjouzi. Il savait quoi. Et le public, quand il donne la décision, ils font tu sais, comme ça. Et quand Farid, je dis lève les mains avec la coupe, le public. Là, pour moi, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. C'est là que je veux être. Je vais être sur le ring dans des aventures de ouf comme ça. Je gagne, je perds et tout. Bon, tu gagnes, moi je suis un gagnant, tu vois, compétitif. Mais là, je me dis, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, je vais former des mecs. Je vais former des mecs parce que c'est l'endroit, le plus bel endroit. Moi, il y a 2 endroits au monde que j'aime le plus de ma vie. Moi, c'est la maternité. J'adore aller dans les maternités. Par exemple, quand mes enfants ils sont nés ou quand moi je suis 27 fois tonton, donc je vais voir mes soeurs et puis mes nièces maintenant, mes neveux, mes nièces, ils ont des enfants, donc je vais à la maternité. J'adore, je trouve ça tellement sain, tellement beau. Tu vois, je sais pas, ça me touche vraiment. Et le ring, ring. D'ailleurs, t'as vu, j'y vais pas moi. Je vais pas dans les galas parce que le ring. C'est un endroit magique. C'est les émotions les plus fortes de la vie en fait. Tu t'as vu, on se connaît depuis presque 20 ans. Mais c'est un truc. Et à chaque fois que j'ai déjà fait boxer des mecs où il y avait 12-13 spectateurs. C'est-à-dire le gymnase, c'était comme ça, frère. T'es comme ça. Je me suis retrouvé des trucs à Aubervilliers. Mais pas que ça, et encore, c'est pas loin ça. Vrai, mais moi, je me suis retrouvé dans des provinces où il y avait 20 spectateurs. Et t'es le seul Parisien et les mecs qui t'attendent avec impatience pour te démonter. C'est sûr. Alors juste pour revenir à tout à l'heure pour la Hollande. Il y a, comment il s'appelle, Ramon Dekers qui vient dans mes vestiaires. Putain, là tu nous ramènes. Excuse-moi, parce que Ramon Dekers, pour Farid Ladjouzi, il vient dans mes vestiaires. Il me fait, hey, André Zitoun, your student is amazing man et tout. He's very strong low kick et tout. Farid, il était cramé, mais franchement, ce combat, moi, c'est un des combats les plus intenses dans ma tête. Et Ramon Dekers il vient et tout, non. Bon, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Alors moi je la trache, je fais merci. Puis Ramon Dekers, c'est Ramon, tu vois. Il me dit comment il m'emmène dans les vestiaires de qui? Ernesto, c'est Rob Kaman. Et là je vais les voir, Rob Kaman. Et Ernesto il parle un petit peu français. Et à partir de là, moi je le connais très bien, tu sais, c'est mon pote. Je l'embrasse, il m'attrape. Et Rob Kaman il m'attrape. Hey my friend, how are you et tout. Mais Rob Kaman il était un peu stressé parce qu'il rencontrait un mec fort. Et là je me retrouve Ramon Dekers, Rob Kaman et d'autres Hollandais. Il y avait Bert de Friel, il y avait Vatorst. La crème des Non mais genre c'est un truc de ouf. Et moi je suis là. Et à un moment, il y a Tom Haring, un des entraîneurs, il me dit ok, my friend, see you later. Après, non, je vais rester un peu. Je veux rester un peu, je te jure. Je vais m'imprégner un peu de. Je me suis mis sur le banc à côté, ils étaient là, j'étais assis comme ça, je le regardais. J'étais comme ça. Merci à moi-même. J'étais tellement heureux d'être là, tu vois, avec eux. Et après, c'est devenu mes potes, Ramon, que j'embrasse. Et puis Ernesto, qu'on va avoir ici bientôt. Mais je me suis retrouvé aussi dans des pays, mais c'est un truc de ouf. Genre, t'arrives, je me rappelle, j'avais fait boxer Nash championnat du monde. J'étais en Suisse la journée. On m'appelle pour un championnat du monde à Rimini en Italie. J'appelle Nash. Il était prêt parce qu'il s'entraînait, parce qu'il avait fait un championnat de France, poids lourd, et était très fort Nash, très technique.
Je l'appelle, je dis t'es chaud pour un championnat du monde? Il m'a dit je suis chaud. Je dis rendez-vous à Bologne. Attends, mais genre de la veille pour le lendemain, un truc dans le genre? Non, le jour même. Ah, le jour même. J'étais chaud ou pas? Parce que il y a mon pote. Au pied levé, il dit allez go. Comment il s'appelle? David Carli m'appelle, c'est un grand organisateur à l'époque en Italie. Il me dit j'ai un gars, il fait un championnat du monde, mais son adversaire il s'est blessé. Je crois que c'était un Serbe, un Croate, enfin je sais plus quoi. Il me dit t'as quelqu'un? J'ai dit ouais, moi j'ai quelqu'un. Je dis mais par contre faut être sérieux. Il me dit André, on le paye bien. Tu sauves la soirée quoi. Ah ben je sauve la soirée. En plus le gars là il est à Rimini, on arrive à Bologne et le mec de Rimini. 200 bornes ou un truc. Ouais, c'est 120 bornes. Et le mec de Rimini, le mec qui boxe à Rimini, c'est genre un boss à Rimini, c'est genre archi beau gosse et tout. Genre il ramène tout le monde, hyper gentil. Hein. Et en fait, mon Nash gagne parce qu'il n'a pas de stress, il a pas le temps de stresser pendant des semaines. C'est clair. Mais il s'entraînait ouf. Et comme il n'y a pas longtemps, il avait fait un championnat de France, il avait fait les championnats des éliminatoires, championnat de France classe A, 5x3, il avait du jus de haut, tu vois. Donc on arrive. Attends, mais moi je suis en Suisse. Je suis en Suisse, je fais boxer Totov et je sais plus qui c'est que je fais boxer. Je fais boxer 2 mecs en Suisse à Winterthur, chez les Albanais. Ils nous ont fait la misère, ils nous jetaient des canettes et tout et tout. L'adversaire en Albanie? Non, c'est des Albanais qui habitent en Suisse. Ah oui, en Suisse, d'accord. C'est vrai qu'il y a une grosse communauté albanaise en Suisse. Le mec, l'adversaire de Totov, il vient dans mes vestiaires, il col roulé avec des chaînes comme ça, il regarde Totov comme ça. Il me regarde, il faisait des trucs comme ça. Genre il mettait la presse un peu comme ça. Ouais, mais Totov, lui, ils s'en foutent. Ils ont fait un combat, frère. Mais ça. Mais c'était tellement beau. Ils se sont démontés. 5 rounds. Mais 5 rounds. Moi, Totov, il gagne. Bah, après, ils nous ont jeté des canettes, ils nous ont démonté, ils ont jeté des drapeaux sur notre tête. Bref et tout. Enfin, moi, je. T'as peur, t'as peur, bien sûr. Mais t'apprends à boxer. C'est comme à l'époque, j'envoyais des. Moi, je faisais boxer Skarbowski, tout ça, je les faisais boxer dans des banlieues. Aubervilliers, Saint-Denis, La Courneuve. T'apprends ton métier là-bas. Parce que là-bas, les mecs, ils sont durs. Pour moi, c'est les meilleurs. Et là, on m'appelle, on me dit, David Carli m'appelle, il me dit, je dis ouais. Mais je dis, mais là, je suis en Suisse. Il me dit, je t'envoie un billet d'avion. Mon pote, je suis à Winterthur. Je suis à Winterthur. Attends, c'est où ça? Winterthur, c'est dans la. C'est pas loin de Zurich. Ah ouais, ok. Il m'emmène à. Totov, lui, rentre à Paris, comme prévu. Moi, je prends un avion à Zurich. Zurich-Bologne. Zurich-Bologne. Et j'ai encore tout le matériel de boxe. J'appelle donc Nash, je lui dis amène-moi ci, emmène-moi ça, fais ci, fais comme ça, patati, patata. On arrive, pas de stress, hein, on n'a pas le temps. On arrive à Bologne. Bologne, il y a un mec qui vient me chercher tout seul en voiture. À quelle heure j'arrive? Genre, j'arrive à 18h. Ah ouais, et le combat c'était quelle heure? La soirée commence à 20h, un truc dans le genre. Non, t'es fou. C'est un super gala, tu sais, c'est Rimini, c'est une station balnéaire. Voilà, c'est magnifique. Le gala, il avait commencé à, je crois, 18h, un truc comme ça. Ah oui, donc t'arrives dans le gala en fait. J'arrive, le temps que je prépare et tout, on me dit ça à toi. Oh putain. Pas de stress. Ah, pas de stress. Nash, il démonte le mec. Ah bah lui, il a rien à perdre, il arrive. Il démonte le mec. Je sais pas, en plus, bon Nash, il a jamais été très fort avec les poings, mais il avait des jambes corps à corps, des genoux, il plantait en genoux. Le mec, il arrive avec l'anglaise, il plantait en genoux, il shootait en low kick. Et il voulait absolument qu'on gagne pas là-bas. Ah, il voulait pas que vous gagniez. Donc l'arbitre, quand il comptait, il faisait 1. Ouais, c'était des 10 secondes qui comptaient 20 secondes quoi. 2. Et moi, j'ai des amis italiens, tu vois, j'avais Alessio Smeriglio, j'avais tout ça, c'est mes potes, je faisais des stages là-bas. Il y avait Chiro, tout ça. Je leur disais, mais vous faites quoi là? Ça fait 5 fois qu'il est compté. Et on fait, Le vol. Et le mec lui-même, il a dit, j'arrête. Il en pouvait plus quoi. Vous avez payé, hein, franchement, ils avaient bien payé. Pour l'époque, ça était bien payé et tout. Bon, en même temps, on lui sauve le gala. Tatati, tata. Les gens ils m'ont dit c'était comment le gars là? J'ai rien vu moi. Tac tac tac, j'ai préparé, j'étais tout seul. Et dans la salle il y avait Alessio Smeriglio, je l'ai appelé, c'est mon pote. C'est lui qui s'occupe de la marque Léone et tout ça aujourd'hui. C'est un super pote à moi, il faisait de la boxe chez moi. Il est venu m'a coaché. Enfin il est venu avec moi, tu vois. Parce que j'étais tout seul. Et le mec, je dis je veux pas le savoir, on rentre et tout. Il nous a trouvé un billet, on a fait Bologne, Francfort. Francfort, Paris. Ok. T'avais fait toute l'Europe en fait en 2 jours quoi. Je suis rentré chez moi, j'étais cramé, tu peux même pas. Mais des trucs comme ça, il m'en est arrivé plein. Bon après je peux te parler avec. Attends, il faut que tu nous parles aussi, parce que ça c'était des trucs de ouf, la grande époque du K1 au Japon, à Tokyo, au Tokyo Dome avec. Je suis obligé. Bah oui. Parce que là c'était des salles, enfin c'était une salle incroyable. Écoute, moi je me rappelle Jérôme Le Banner, il me dit.
On part au mois de juillet. Ouais. Il fait un combat. C'est pas le K1 Grand Prix, c'est un combat. Ouais, ouais. Il boxe. Takeru Mino. Je me rappelle plus. Ouais. Il boxe un japonais très solide. Ouais. Il me dit tu vas voir ce que c'est le gala. Moi jusqu'alors j'avais fait des gros galas, mais pour moi c'était 2000, 3000, 4000 personnes. 5000, mais ça j'en ai fait peut-être 3-4 dans ma vie à l'époque. Ouais. En général c'était Japi, c'était les petites salles Pouchet, tout ça, mais c'était bien. Ouais. 800, 500. Ouais. Et là il me dit par contre faut que tu te prépares à un truc. Ouais. Les Japonais sont de très grands professionnels. Ouais. Là c'est 70 000 spectateurs. Mais moi je sais pas où c'est en fait. Moi il me dit Tokyo Dome, mais pour moi Dome c'est des stades de baseball. Oui, je sais, ouais. Mais il joue au foot aussi. Et en fait là le mec qui te dit Ishii, l'organisateur, le grand organisateur, celui qui a créé le K1, K1 qui veut dire K1. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ouais. K ça veut dire karaté, D'accord. kung fu, tous les arts martiaux qui commencent par K en fait, parce que lui il vient du karaté, il a fait du kung fu, ça veut dire karaté numéro 1. Ouais. Et puis pour les gens qui connaissent pas le K1 dans les années 90, c'est l'équivalent de l'UFC en termes de succès. Alors c'est vrai que c'était plus au Japon, en Asie, mais c'était énorme. Ah non, c'était hyper connu. Ouais, c'était hyper connu. Non, mais évidemment, on passait en direct partout aussi. Ah ouais, c'est les trucs de quand je raconte aux élèves ce qu'on faisait avant, ce qu'on faisait après, je me suis retrouvé dans le plus grand hôtel de Tokyo. J'étais à Osaka, j'étais au New Otani Hotel. Donc je sais pas ce que c'est New Otani Hotel. Il y a 300 boutiques dans l'hôtel. Ah ouais. La chambre à l'époque, elle est à 7-8 000 francs la nuit. Francs. Ouais, ça fait. Et là, qui c'est qu'il y a dans l'hôtel? Ça fait des 1200 balles, 1200 euros le. Non, mais je te parle de ça il y a 25 ans. Qui c'est que je rencontre là-bas? Je rencontre les Beach Boys, je rencontre des acteurs américains qui venaient faire de la pub, je rencontre, comment il s'appelle? Je sais plus le rencontrer. Je rencontre le grand vainqueur du sumo au Japon, mais c'est des demi-dieux, tu vois. Le mec qui me serre la main, moi, je suis comme là, tu rentres dans un autre monde, quoi. Ah non, mais là, c'est un autre truc. Je vois ma chambre. Ma chambre, à moi, elle fait 70 mètres carrés. Et tout ça, et j'osais toucher à rien parce que, en fait, j'étais. Puis Jérôme, il dormait avec moi parce que bon, il a une grande chambre aussi. Et là, il me dit, tu vas voir, c'est un autre monde. Et effectivement, on arrive. Et en fait, le gars là, il commence à 18h. Parce que les gars, c'est 18h parce que c'est en direct sur Fuji TV. D'accord. Et là, on arrive, ils nous emmènent en car, beau gosse. À 15h, il y a déjà du monde. Ah ouais, qui attend devant et tout. Dedans. Et le monde qu'il y a dedans, c'est des stars. Que nous, on connaît pas. Alors ça peut. Des chanteurs, des acteurs, des danseurs, des footballeurs. Et moi, je connais pas. Sauf un. Parce que je connais. Bon, après, tu sais très bien, j'aime le cinéma japonais et tout. Et qui c'est que je vois? Je vois Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto, c'est le plus grand compositeur de musique, de film au monde. Ça veut dire. Toi, t'es fan en plus du cinéma asiatique et japonais. Et là, le mec, il est là, il est assis devant avec ses petites lunettes. Et là, je me dis, je suis obligé d'aller le voir. Mais lui, il sait pas qui je suis. Alors, je dis, appelle Jérôme, je fais Jérôme, s'il te plaît, parce que les Japonais, c'est. Introduis-moi dans le truc. Voilà, c'est très. S'il me voit tout seul, même si je suis un blanc, il s'en bat les couilles. S'il me voit avec. Là, j'arrive, et moi, il m'appelle Segundo. En japonais, Segundo, ça veut dire le second. Le maître, l'entraîneur. Et j'ai avec Jérôme, et là je vois Ryuichi Sakamoto, et Ryuichi Sakamoto il parle super bien anglais, parce qu'il a composé des films il a joué avec David Bowie, il a joué, enfin tu vois. Et là je vais le voir, putain, je lui serre la main, je suis comme un ouf, et là je lui dis, en anglais je lui dis, vous êtes le plus grand compositeur de musique au monde pour moi. Et il me dit, ça me touche vraiment. Je fais, mais vous, jusqu'à aujourd'hui j'écoute, et puis il est mort il y a pas longtemps là. D'accord. Et je lui ai dit, si Jérôme il gagne ce soir, moi je vous dédie cette victoire. Lui était devant, avec plein de stars, il y a des chanteurs, des trucs. Mais nous on connaît pas. Et Jérôme il gagne effectivement contre Takeru. Et là tu vois, il y a 70 000 spectateurs, ou peut-être plus. Et il y a marqué sold out en grand écran. Et t'as la musique, ta-na-na-na, 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 ta-na-na-na. K1 Grand Prix. Je me rappelle de ça. Et moi je suis avec Jérôme, on est là. Jérôme le ban. Et nous on arrive, on descend et tout. Et le public, les Japonais, c'est des publics extraordinaires. En plus ils kiffent les poids lourds, les Japonais. Les Japonais, ils kiffent le guerrier. T'es une pomme de terre, t'as gagné, ils s'en foutent. Mais si t'as perdu et t'as été guerrier, tu vois, c'est génial. Et puis il y avait une armada de poids lourds à l'époque au K1 au Japon, c'était une dinguerie. Les meilleurs.
Les meilleurs. Puis après, moi, je suis devenu pote avec Ernesto. Je suis devenu pote avec Stan Longinidis, l'Australien. Mais on était tout le temps ensemble avec Stan. C'est un mec c'est un Australien d'origine grecque. Qu'est-ce qui me faisait rire. Il y avait Andy Hook qui est mort aussi. J'aimais bien parler avec lui. C'était un Suisse allemand. Enfin, un Suisse, Suisse allemand qui parlait bien, enfin assez bien le français. Et puis Sam Greco, enfin tous les. Sam Greco, c'est vrai. Non, mais tous les grands champions. Enfin, tu vois, il y avait. Et puis il y avait un mec qui est décédé. Il y avait Branko Sikatic, le croate, qui a fait des films aux États-Unis et on est devenus super potes là-bas. Et bien entendu, après j'ai rencontré des Japonais et tout. Et puis et là, je suis comme un ouf. Dans l'hôtel à Tokyo, ça s'appelait Tokyo Inn. Le Japon, il joue contre une équipe, la Russie, je crois, je sais pas quoi, en match amical. Et ils dorment dans notre hôtel. Et là, qui c'est au foot, qui c'est que je vois? Moi, je connais pas tout le monde. Je vois un joueur qui jouait en Europe. C'était rare à l'époque, un japonais. Je crois qu'il jouait en Allemagne. Et je lui ai donné mon t-shirt de boxe, il m'a donné son t-shirt de football avec son nom. Il s'appelait Attends, il s'appelait comment? Omano ou Amano, Omano, je me rappelle plus trop. Et je l'ai gardé hyper longtemps, ce t-shirt, je l'ai cramé tellement. J'étais comme un fou. Il y avait les Beach Boys, il y avait des chants dans les hôtels, il y avait des chants. On a rencontré, on a passé la journée avec Basile Boli, il jouait à Osaka, Osaka Wanderers. Oh putain, c'était génial. Avec Jérôme, on mangeait la journée, on se promenait, on faisait des trucs, on a joué au foot et tout. Et comme on dormait pas la nuit, on prenait les vélos puis on allait se promener dans Tokyo. Ah, mais c'est cool. Ce que je vais faire bientôt avec ma fille. Sympa. Voilà, tu vois, alors le K1 Grand Prix. Le combat peut-être qui t'a le plus marqué au K1 avec Jérôme, c'était intéressant. Le plus grand combat moi que j'ai fait avec Jérôme, c'est quand il boxe. Merde, l'américain là, trop fort. Rick Rufus. Ah ouais. Rick Rufus, il est hyper fort. Il venait de mettre KO Kaman. Et une anglaise de ouf, faut pas oublier qu'elle a été champion du monde, champion des États-Unis en boxe anglaise, pro. Ça veut dire que c'est comme s'il était champion d'Europe de boxe professionnelle. Un gros niveau aux États-Unis en boxe anglaise en plus. Bien sûr. Et en plus le mec est super aérien, hyper imprévisible et tout, hyper fort. Il y avait son frère aussi. Duke Rufus, avec qui je suis devenu pote, voilà. Il aimait bien le Muay Thai, et puis il m'aimait bien parce que il me dit j'aime bien ton style, c'est Muay Thai et tout. Puis à la différence c'est qu'au Japon, moi, comme je m'ennuyais, avec Jérôme on allait se promener, puis on allait dans les salles de karaté, salles de... Tu sais, on allait au pige, quoi. Je me suis retrouvé à rentrer dans une salle et Jérôme le bâtard, c'est ce qu'il me fait. Il chauffe l'entraîneur qui était champion du Nord de karaté Kyokushin pour que je tourne avec lui en sparring. Il m'a démonté. Et comme il m'a démonté, moi je me suis dit tape fort. Et comme c'était un entraîneur, je dis je peux pas me battre avec lui, je veux pas lui foutre la honte. Il était en train de me casser. Et je lui mets un crochet au foie et kick en pleine tête. Et là Jérôme vient me voir, il me fait bien je montais des métiers, on s'est retrouvés dans des salles de Shorin Kempo, d'Aikido, on est même rentré dans des temples shintoïstes, moi j'adore, tu vois. Je sais bien. Avec la musique et tout. Puis on Vous avez vu des combats de sumo aussi? On a fait plein, le Pride, on a fait plein de trucs avec Jérôme. On mangeait, puis on se promenait beaucoup, et puis mais surtout on rigolait. Et puis on prenait le métro. Et puis il y a des gens, tu sais, en sortie de métro, ils te donnent des papiers, des pubs. On disait vas-y pousse-toi, on le faisait à leur place. On faisait des trucs comme ça, tu sais, trucs de gamin. On se promenait et tout, mais on se promenait beaucoup. J'ai adoré le Japon, mais je suis tellement content. Et puis bien sûr, j'en ai profité pour aller voir mon maître, Fujiwara. Et là j'en profite parce que je repars au mois de juillet avec ma fille, et là je vais voir mon maître Fujiwara. Je vais refaire la même chose. Donc les K1 Grand Prix, c'est pour moi plus haut dans ma carrière d'entraîneur. C'est l'anniversaire du roi à Sanamlang Garden avec Skarbowski, 300 000 spectateurs. Ça c'est fou. C'est le truc le plus violent au niveau de l'émotion que j'ai fait. Et surtout j'ai fait boxer Totov et Skarbowski. J'ai eu qu'une seule défaite en 6 déplacements. Une seule Ah mais tu l'as fait plusieurs fois ça? Mais chacun. Mais tu vois, je savais même pas ça. Pour moi tu l'avais fait 1 ou 2 fois avec Skarbowski. C'était fou, je l'ai fait 3 fois avec Jeannot, je l'ai fait 2 fois avec Totov. Je l'ai fait, j'ai même coaché Nick Emma et j'ai coaché Danny Bill. Pendant qu'ils étaient là, c'est les Français. On était là, vas-y, Mais ça, frère, alors l'organisation elle est flinguée, hein. C'est pourri. Tu crois que quand tu regardes la télévision, alors le Canal Plus et tout, voilà, il y a le ring ici et là il y a 300 000 personnes autour. T'as pas de place pour pisser, on pissait sous le ring. En Thaïlande, c'était. Je pense que les gens savent pas à quoi ressemblent des vestiaires de salles de boxe thaïlandaises. Il y a pas de vestiaire. Les gens ils fument dedans. Mais il y a pas de vestiaire. C'est les années 90-2000. Il y a pas de vestiaire. Les gens ils fument. Par contre ils étaient très disciplinés. Par contre, quand t'as 300 000 personnes, quand t'entends
quand le taille met un middle et t'entends. Hey putain, mais moi j'étais dans le coin, ça me. Tu sais, ça faisait. Une vibration quoi. Non, mais c'était violent, franchement. Mais et là, tu montes sur le ring, à un moment, tu montes sur le ring, et là, les premières années, donc en 98, 99. Et tu sais, il te donne une bougie, et tu montes comme ça, c'est référence au roi et tout. Et là, t'as une mer d'êtres humains avec une bougie. Toi, t'es sur le ring comme ça, il y a Canal Plus et tout. Et on porte ça comme ça, et c'était. Et là, t'es en plein cœur de Bangkok, t'es au jardin du roi. Tu connais? C'est incroyable. Sanam Langarden. C'était une tuerie. Sauf que. Toi, tu vois ça comme ça à la télévision, mais on a attendu 18 heures avant qu'il boxe, Jeannot. C'est-à-dire que nous, on est là, à côté du ring. Et t'attends. Voilà, on mange de la merde, on va pisser. Tu pisses sous le ring, non? Et à un moment, moi je me suis retrouvé en dessous le ring. J'étais un petit peu à l'ombre, j'en avais marre, il n'y avait plus trop d'eau, c'était le bordel. Après, j'étais avec le mec de Canal Plus, j'allais dans leur petite camionnette. On était là. Après, on me dit c'est bientôt à nous, donc on chauffe, on recommence. Heureusement, j'avais emmené un petit peu de miel et tout, enfin, tu vois. Mais bon, avec le recul, waouh, le truc de ouf. C'est te rends compte à 300 000. C'est des galas comme ça. J'ai fait des gros galas. En Italie, j'en avais fait beau. Un très très. Tu veux une anecdote avec Kameshwarev drôle? C'est des gros souvenirs. Un jour, Kameshwarev, il fait un championnat du monde en Italie. Gros galas. Il y avait les meilleurs Hollandais, les meilleurs Italiens, Français et tout. Bref. Et lui, il fait un 12 rounds en kickboxing. C'est ce que ça veut dire 12 rounds. 12 rounds en kick. 12 x 2. Et ça, c'est des dingueries qu'ils faisaient à l'époque de mélanger des trucs et tout. Et moi, je l'avais préparé pendant 2 mois. Pendant 2 mois de préparation de ouf. Là, il fait le cardio des enfers. Il a ramassé 5 titres de champion du monde en 8 ans avec moi. Attention, il n'a jamais perdu un combat. Il était tellement stressé. On avait un vestiaire, c'était, tu vois ma salle, 10 fois ma salle. On était tout seul dans un vestiaire qui était immense. Le vestiaire, il devait faire, je sais pas 200 mètres carrés. D'accord. Il était seul stressé. là-dedans, ça résonne. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais lui faire rire. J'ai été éteindre la lumière. Je la connais. Tu la connais, c'est ça? Et là, je fais, il me fait, j'ai peur et tout. On commence à avoir peur. Le problème, c'est que je retrouve plus la lumière. Parce que quand il fait nuit, le vestiaire, il est fermé. Je sais plus où je suis. J'arrive plus à me retrouver. Et t'as pas le téléphone en mode. T'as rien. Et là, Camélie commence à paniquer. Et le fait qu'il panique, moi je rigole. Mais en fait, je panique un peu. Et lui, il panique vraiment. Il me dit, en vrai, non mais sérieux, j'ai super peur et tout. Et moi, je dis, tu vas voir, je vais te baisser ton froc et tout. Mais en fait, je commence un petit peu à paniquer. Et là, je me dis, je fais comme ça avec mes mains. Et là, je trouve pas la porte, je trouve pas la lumière. Putain, angoisse. Et là, on en angoisse de fou. Je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre à 4 pattes, je vais marcher comme ça. Genre tu vas allonger le problème, c'est que je touche sa jambe. Mais moi, je sais pas qu'il est là. Et lui, il est en panique, il m'a mis un coup de savate dans l'épaule. On allumait la lumière. On était par terre de rire. Ça, c'est la première chose. Il a gagné. Et la deuxième, il boxe à Alès, aux arènes d'Alès. Magnifique. Championnat du monde de full contact. Il n'avait jamais fait de full contact. Il gagne par KO. À la 4e reprise, il lui casse la côte avec la jambe gauche. Moi, j'avais fait travailler la jambe gauche. Tu sais ce qui nous arrive, lui et moi? Ça, si c'est pas une anecdote, on a un fou rire. Genre sur le ring comme ça, en direct? On a un fou rire, c'est impossible. Lui et moi, on a le vrai fou rire. Tu sais le truc, genre tu peux pas t'arrêter. Et moi je me suis dit, pour arrêter le fou rire, j'arrête de le regarder. Et lui il me regarde, il est sur le ring et moi je suis dans le coin, je fais ça. Tu vois, je fais ça. Et je fais ça. Et ça c'est pire, c'est pire. Mais oui, c'est pire. Il revient dans le coin, il combat. Moi je... mais attends, mais là le combat était pas fini, c'était pas un combat. Non mais un fou rire. Il combat, il revient à la fin du premier round, il arrive, je fais mets-toi là. Et lui il fait. Et moi j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Je te jure, mais le fou rire de ouf. Après je fais pas aller, arrête. Bon arrête Kamel et tout. Il me dit c'est pas moi, c'est toi. Je fais non mais arrête. Après on se regarde. On repart. Mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Improbable. Mais extraordinaire. Bon il gagne KO là. Il gagne par KO. Tu vois, c'est. Du coup c'est pas laisser les concentrer quoi. Ah si quand même, parce que je me rappelle la deuxième, il prend une bonne prenne, tu vois. En retournant. Tu vois, il y a des trucs comme ça, il y a des anecdotes. Yohan Fovo. Je sais pas si t'étais là quand on est parti à Nantes. Non. Il boxe championnat de France, il fait les demi-finales championnat de France contre un mec qui est super fort, qui a été 2 fois champion de France. C'est un Nantais, il boxe très bien, il est beaucoup plus grand que Yohan Fovo. Yohan, il m'en est arrivé plein avec Fovo. Et là, c'est extraordinaire parce que il boxe. Première reprise, il prend un KO.
Ah ouais, Johan? Ouais, il prend un crochet ou une droite, je sais plus, ou une gauche. KO ou knockdown? Ah non, il tombe par terre, les mains en croix comme ça par terre. Mais vraiment les mains. Et où il tombe? Dans mon coin, sa tête elle est dans mon coin. C'est-à-dire que moi je le vois là. Et je vois il fait ça avec les yeux. Tu sais, genre il est KO. Tu sais ce que j'ai dit? Sur la tête de ma mère, t'as intérêt de te lever parce qu'on est venu en quart. On est venu en quart de Paris jusqu'à Nantes. On fait un aller-retour. Demain, je dois emmener mon fils à l'école. Tu me fais une galère, t'as intérêt de te lever. C'est comment? Pourquoi il s'est levé? Parce qu'il a eu peur. Sérieux? Sur la tête de ma mère. Il se lève, il gagne par KO à la 4ème reprise. Il y a Pascal Leglicki. Ce soir-là, je fais boxer Momo. Tu te rappelles de Momo, toi? Momo comment? Mokhtari. Avec les lunettes comme ça, comme ça. Il fait quart de finale championnat de France. Je fais boxer, j'en fais boxer, tout le monde gagne. Mais il y avait des Thaïlandais. Et là, il revient dans mon coin, il est comme ça, tu vois, il est groggy, il s'en sort. Et Johan, il revient dans mon coin. Et tu sais, moi, je prenais une éponge, je mettais de l'eau pour le réveiller. Et je rate. Et en fait, je mets l'éponge. Tu mets une grosse éponge dans la gueule. Je lui mets une grosse tarte dans la lèvre. Et là, il saigne. Putain, tu lui ouvres la lèvre. Ouais, je te jure. Mais l'entraîneur. Il fait, tu sais, déjà, il était groggy. Je lui fais ça pour le. Parce que j'étais stressé, tu vois, je fais ça. Et là, quand je lui mets la truc dans la lèvre, il fait encore ça. Et là, il me dit, le combat est fini et tout. Et là, dans les vestiaires. Bon, tu vois, ça va mieux, il gagne par KO. Gros guerrier, Johan. Je dis, t'as fait mal quand même? Il me dit, non, c'est toi qui m'as fait mal. Regarde, c'est toi qui m'as fait mal. Il m'a fait peur, tu m'as fait peur et tu m'as fait mal. Et avant le combat, il était dans les gradins. Il me dit, ouais, je sens pas le combat, je me sens pas bien, je crois que je suis mal. Je fais, ah non, tu commences pas à me casser les couilles. On rentre à Paris. Mais tu sais quoi, on peut pas rentrer à Paris, c'est un quart, on est 50. Tu vois, toi ça c'est des anecdotes, mais j'en ai plein d'anecdotes, des bonnes, des mauvaises. Bon André, des anecdotes t'en as trop, faudra refaire une autre vidéo. Moi j'aimerais te poser une dernière question, parce que je sais que t'es attaché aussi à l'héritage de la boxe, à la retransmission, aussi aux anciens, etc. On a tous des boxeurs, tu vois, dont on est fan, qui sont nos modèles, etc. Est-ce que toi, t'as un entraîneur qui t'a inspiré, tu vois, ou quelqu'un tu te dis, ah ouais, lui c'est un entraîneur quand même, tu vois, quelqu'un qui a pu t'inspirer ou pas, ou t'as vraiment construit ton truc par toi-même? Bah pour moi, des entraîneurs, t'as des très grands entraîneurs français, des très grands... Il y a Omar Benamar, j'adore, qu'on va interviewer d'ailleurs. Mais pour moi, le plus grand... Alors, il y a les Thaïlandais, les Asiatiques, les Hollandais, il y avait Yann Place, Tom Haring, c'est vraiment des grands... Il y a Cormers aussi, l'entraîneur de Ramon Dekers, qui avait sorti des grands combattants. Mais pour moi... Comment il s'appelle? Nasser Kassem. Mais pour moi, le plus grand entraîneur, pour moi, hein, et en plus, il a fait un combat dans sa vie, et c'est moi qui l'ai coaché en plus, c'est Nasser Kassem de Saint-Fond. Il a un don, c'est une légende. Pour moi, c'est le plus grand entraîneur au niveau combat au monde. Il est très discret, il est pas très connu, mais c'est le meilleur. Il a un don pour former des mecs qui sont hyper forts et longtemps forts. Fabio Pinca, Johan Lidon, et j'en passe, c'est des meilleurs. Pichitello. Ouais, je t'en passe, c'est des meilleurs, mais bon, Dylan Salvador. Dylan Salvador, mais quand même Fabio et Johan Lidon. Qui combat bientôt. Qui combat très très bientôt. Mais pour moi, c'est le plus grand entraîneur au monde, mieux que les Thaïlandais, parce qu'il a réussi à former des gars qui sont allés battre les Thaïlandais chez eux, comme Fabio, il a battu quand même Sanchai. Il a une manière d'enseigner. Je t'ai dit, moi, il a fait un combat dans sa vie, c'est moi qui l'ai coaché en Italie, c'était je sais plus où. Je crois que c'était à Rome d'ailleurs. D'accord. Ok. Et puis Saint-Fond dans un quartier de Lyon qui est pas facile et tout. Enfin, ça les Schlag et tout. Je l'adore. Je trouve que c'est le meilleur entraîneur d'ailleurs, je l'embrasse. On s'aime beaucoup. Hein. Je l'adore, je trouve que c'est un putain d'entraîneur. Il est très très fort. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est ma référence. Il s'appelle Nasser Kassem. Nasser K de Saint-Fond. Respect. Merci. Merci André, merci à toi. Merci beau gosse. Non, bah, arrête de déconner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de la faire tourner avec tout le monde pour faire vivre la chaîne, pour faire vivre le Muay Thai, pour faire vivre ce qu'on aime, vous et moi, la passion du Muay Thai, c'est génial. Et rappelez-vous que le Muay Thai, c'est une arme de bonheur, profitez-en. C'est une arme de jouvence, c'est une arme de ouf, c'est une dinguerie. Bon, on arrête de déconner quand même, parce que là, je suis en train de m'enflammer pour rien. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour la Minute Muay Thai. Soyez heureux dans votre vie. Muay Thai, mon vôtre.